François Bon, les carnets, encore Patrick Modiano, mais sous un aspect plus étrange où on va recroiser Pierre Bergogneau, et surtout le fait que je viens de trouver là, dans mes livres, un livre que j'ai depuis longtemps, que je fréquente, mais pas tant que ça, en fait, une dédicace qui est plus que probablement un autographe de Patrick Modiano. Comment ça peut se faire ? Et qu'est-ce que ça lui donne comme valeur, mon livre, si ça s'avère exact? Alors on y va. Alors, Modiano, là, en ce moment, je le lis plutôt, non pas en folio, là, toute la quantité, les grandes piles que j'ai, mais plutôt en numérique. Je le lis le soir sur le Kindle. Le Kindle est là-haut, il ne quitte pas la table de chevet, mais dans la journée, c'est plutôt la même bibliothèque numérique sur l'iPad. C'est parfait pour travailler, s'envoyer, etc. Et sinon, je me sers aussi en lecture sur scène. C'est pour ça que, pour éviter les reflets, il est toujours blanc sur fond noir. Et j'étais dans les boulevards de ceinture. Encore une astuce à la Modiano, puisque ces fichus boulevards de ceinture... attendez, là, lui, tu vois, là, j'ai mis une photo, là, justement, de Pierre Hampe sur mon ordi. Et l'ordi, en fait, il reconnaît qu'il y a un visage ici, et il n'arrête pas de faire autofocus sur lui, sur moi, sur lui, sur moi. On va le mettre en économiseur écran. Peut-être je vous le remontrerai tout à l'heure, mais je ne peux pas trop jouer avec l'autofocus. Alors ces boulevards de ceinture, c'est à peine s'ils occupent une demi-page dans le livre, ça n'a pas d'importance, ça chez Modiano, on s'attend à tout de ce côté-là, n'empêche que ces boulevards de ceinture, à l'époque, abandonnés, ça ne l'est plus trop maintenant, mais à l'époque, oui, il y avait un énorme coup à faire, tout était en ruine, et très belles images là, de cette désaffection là, de ce boulevard circulaire, mais en même temps, cette trouée circulaire tout autour de Paris, c'est précisément ce jeu qui est aussi celui du narrateur à la recherche de son père, vivant partiellement avec son père. Et évidemment, dans Modiano, alors c'est quelque chose, moi je suis habitué. Tu dis, par exemple, dans un contexte de fiction, comme ça, même la bio que j'ai mise sur mon site, je mets toujours exprès, parce que sinon, t'arrives, tu fais une conférence, alors François, bon, machin, truc. Alors exprès, je mets, attention, cette bio comporte des éléments fictifs. Mais je précise, parce que tu mets des éléments fictifs, mais après, parce que sous-entendu dans tel livre, tu as parlé de quelque chose comme ça sur le mode fictionnel, eh bien, on dit, oh là là, s'il en parle, c'est forcément qu'il l'a fait. Et donc, tu retrouves ça comme si c'était un bout de ta vie. Non, mais donc, même si moi, c'est tout petit comme ça, ces fonctionnements-là, eh bien, Modiano, lui, il en fait un principe structurel. C'est-à-dire, même dans Boulevard de Petite Ceinture, il l'annonce clairement. Il dit, mon père, c'est une large part d'inconnu, je pars à sa recherche, cet inconnu va devenir ma fiction. Il dit que ça, à preuve même que le père, là, il n'a pas du tout les mêmes prénoms que son vraie identité. Alors évidemment, on est dans cette période trouble là, de l'occupation allemande, qui n'est jamais mentionnée, mais c'est les trafics de marché noir, c'est le fait que ceux qui relèvent de la religion juive sont constamment sous la menace de poursuites et arrestations, des trucs qui sont tout à fait réels. Le fait que Modiano, placé en internat à Bordeaux, il le raconte aussi là, dans le boulevard de Petite Ceinture, son père vient le chercher, puis qu'ils ont une vie commune pendant 2 ans, puis après, il l'évacue. Alors tout ça, évidemment, on est dans des éléments où il travaille sur son autobiographie. Mais travailler sur son autobiographie, ça ne veut pas dire la produire comme autobiographie. Alors dans cette vie là où finalement Raymond Queneau aurait peut-être été un père pour Patrick Modiano, plus décisif que son père à lui, c'est bizarre comme ça rejoint. C'est-à-dire tu as une période dans ta vie, tu arpentes les bouquinistes, tu trouves des premiers tirages, des éditions, et puis toi tu as les réseaux parce que tu connais individuellement les clients, les bibliophiles, et puis
puis il y a cette vie d'errance dans des appartes moitié squattés. Il n'y a pas de raison de mettre ça en cause, c'est constant dans ses livres, mais c'est une part aussi réelle, apparemment, de sa biographie. Qu'est-ce que ça peut faire dans ces vieux appartes-bourges où les gens sont partis là. Tenez, regardez, Ernst Jünger, vous savez, dans les carnets là, de 1940, il y a l'armée allemande qui se rapproche de Paris, qui se rapproche, et donc les officiers sont logés là dans les maisons bourgeoises. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans les maisons bourgeoises? Eh ben, par exemple, une édition de Hölderlin chez ces gens-là. Eh bien, Ernst Jünger, chez ces gens qui sont partis en abandonnant leur maison, leur bibliothèque, va reclasser les livres là. Donc c'est, il y avait des livres chez les gens à l'époque. Il faut bien revenir là. Donc, tu voyais, tu piquais un truc, de toute façon, ça risquait pas de se voir. Mais lui, il recycle. Alors voilà voilà ce que ça donne là dans son livre. Alors il raconte cette période-là de débrouille avec brocanter en fait des livres auprès d'un réseau de bibliophiles par correspondance. C'est très beau, on prend la bagnole le matin, on va dans les bureaux de poste, les gares, tout ça. Ma dernière étape était la librairie Petit Miriou, Galerie Vivienne. Alors Galerie Vivienne, il y a toujours un bouquiniste. Alors, c'est sûr que là, maintenant, là encore, ça a été relifté, mais moi pendant des années, 77-82 par exemple, c'était Passage Verdot, tout près de la rue du Faubourg Montmartre, là où est mort l'autre Réamont, où la plaque a été volée par un goujat. Peu importe, moi j'habitais rue de Trévise, après rue de Rochechouart. Combien de kilos de bouquins j'ai acheté dans cette espèce de bouquiniste là, qui faisait tout le long du Passage Verdot. Alors t'y passes maintenant, il est toujours là le bouquiniste. Il y en a un autre aussi plus intéressant, avec des livres sur le cinéma, mais c'est la misère, quoi. C'est stérile, où tu trouves les mêmes bouquins que tu trouves partout, mais pas à l'époque. Et j'en ai des tas encore. Alors, voilà, la librairie Petit Miriou, Galerie Vivienne, j'y parvenais à la tombée du jour. Et là, ça y est. Parce que tu fais tomber le jour? Non, parce que là, tu as mis l'éclairage à la Modiano. Tu es dans la demi-teinte. Hop là, on est vraiment dans cette librairie, dans cette Galerie Vivienne, mais tout d'un coup, l'organisation de l'éclairage par l'auteur fait que on rentre dans le côté fictionnel. J'inspectais les rayonnages, sûr d'y trouver ce dont j'avais besoin. Madame Petit Miriou conservait la production littéraire de ces 100 dernières années. Que d'auteurs, que de livres injustement oubliés, ce qui nous rejoint nous aussi. Nous le constations avec tristesse. Ces gens s'étaient donné beaucoup de mal pour rien. On pourrait prendre ça comme un petit trait d'humour discret derrière. Nous nous consolions, elle et moi, en nous assurant mutuellement qu'il existait encore des fanatiques de Pierre Hampe ou de Jean-José Frappat, et qu'un jour, tôt ou tard, les frères Fischer sortiraient du purgatoire. Nous nous quittions sur ces paroles réconfortantes. Les autres boutiques de la Galerie Vivienne semblaient fermées depuis un siècle, derrière la vitrine d'une maison d'édition musicale, etc. Et là aussi, de la même façon que juste au début j'y parvenais à la tombée du jour, tout d'un coup, quand tu ressors là, de l'échange dialogué indirect avec la bouquiniste, tu as cette phrase nous nous quittions sur ces paroles réconfortantes, point. Les autres boutiques de la Galerie Vivienne semblaient fermées depuis des siècles. Rien qu'avec ça, hop, t'as ce mouvement d'éloignement de l'image littéraire. N'empêche que là, c'est moi tout d'un coup, Pierre Hampe ou Jean-José Frappat et les frères Fischer. Alors, Jean-José Frappat, je connais pas. Peut-être se fera incarner une autre fois. Les frères Fischer, je ne sais pas du tout. Le mot purgatoire, par contre, est-ce que les auteurs injustement oubliés peuvent sortir un jour là de cet oubli? Et qu'est-ce qui se passe si, justement, on ne les sort pas de cet oubli? C'est-à-dire que de purgatoire, et là, Pierre Hampe, c'est le premier qui le cite. Alors Pierre Hampe,
Alors, faudrait encore partir sur d'autres machins. Il y a quelques mois, ouais, je dirais 2 ans quand même, un ami qui s'appelle Alain Chantreau. Salut Alain, parce que je sais qu'il regarde aussi mes vidéos. Et il devait aller. Il était en échange épistolaire avec Bergogneau et il avait quelque chose à faire là, à Gif où habite Pierre. Bon, il devait passer l'après-midi chez lui, boire un café. Et moi je dis à Alain, écoute, il y a un truc là, je sais pas, j'ose pas envie de le demander à Bergou, puis de toute façon il pigerait pas, mais Bergou, il y a plusieurs pièces de bibliothèque, et c'est rangé de façon thématique, structurée, et il y a une bibliothèque en particulier, juste avant d'entrer dans le bureau de Pierrot, qui est réservée aux livres sur les usines et la mécanique, ou tout simplement les métiers de la mécanique. Je dis à Chantreau, il y a un type dont j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais que Bergou, il en a toute une étagère, et ça, essaye de bigler ou juste de lui en dire un mot, parce que j'arrive pas à retrouver ça, et oui, si Bergou il a attaché de l'importance à ce type, et que ça concerne la mécanique, moi je me dis, tiens, c'était comme ça, c'est banal entre nous. Et Chantreau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, et là, même l'après-midi, directement, avec Pierre, il se fait une photographie, là, l'armoire aux livres mécanique, et il dit, c'est pas Pierre Hampe dont tu voulais parler. Alors Pierre Hampe, voilà un auteur, donc, que Modiano dit, il est dans le purgatoire. Vous avez, chez vous, des livres de Pierre Hampe. Et si je prends là, Moteur, alors Moteur, au pluriel, c'est une série qui s'appelle La peine des hommes. Non mais tu te rends compte? Tu écris une suite de livres, comme les Rougon-Macquart ou la Comédie humaine, et toi, t'appelles ça La peine des hommes. Et celui-ci, donc, 1942, c'est-à-dire pile là, au moment là, où le père de Patrick Modiano se livre à tous ces tripotages de marché noir. En 1942, la bibliographie de Pierre Hampe, non mais c'est une pleine page. La peine des hommes, je vous lis la suite des titres. Marée fraîche, vin de champagne, l'enquête, le travail invincible, les chercheurs d'or, le cantique des cantiques, le lin, mes métiers. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, oh, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, moi, je pourrais le prendre. Tiens, ça ferait un beau texte d'impro. Notre pain quotidien. Les métiers blessés. La victoire mécanicienne. Alors, la victoire mécanicienne, c'est moi, j'oserais pas. Mais les métiers blessés, tu te rends compte? Un nouvel honneur avec une majuscule, une nouvelle fortune avec un F majuscule, et puis aussi des enquêtes. Celui-ci, j'en reparle, et l'autre, Gueule noire. Et une autre série qui s'appelle Jean au pluriel. Et tiens, je le découvre aujourd'hui. Alors moi, je suis dans une série, là, dans ces vidéos, qui s'appelle Caractère. Alors Jean, premier tableau. Deuxième tableau, l'épidémie Goncourt. Troisième tableau, Monsieur Curieux. Quatrième tableau, Mademoiselle Moloch. Bon, c'est pas sûr que j'ai envie d'aller lire, je vous dirai pourquoi. Théâtre, La peine des hommes. Suite, La laine, Mektoub, Dieu est le plus grand, La mort de l'or, déjà paru, etc. Ça veut dire que les titres sont annoncés alors que les livres ne sont pas encore écrits. Alors évidemment, moi, le premier que j'ai commandé, c'était Moteur, un livre qui s'appelle Moteur au pluriel. Alors on est dans une usine, des grèves, du monde du syndicat. J'ai mis un petit post-it tout à l'heure juste pour vous en lire 10 lignes max. Allons-y. Monsieur Randier, secrétaire du directeur général, passa en disant à Lafleur, chef du montage, « Je vais en Roumanie ». Ce qui signifiait qu'il se rendait à la mission roumaine dont les bureaux occupaient un petit pavillon près de l'usine. L'insuffisance du grand bâtiment obligeait la société à loger des services accessoires un peu partout dans le quartier. Les employés des études disaient de même qu'ils allaient en Serbie quand ils ne faisaient que traverser le boulevard. La foule ouvrière arrivait drue, venant du métro. Ça, c'est de la phrase. Il n'y a pas une virgule. La foule ouvrière arrivait drue, venant du métro. Je comprends que Bergou, ça le remue, ça. Aux heures de prise de poste, elle était blanche de visage tourné vers l'usine. Ah! Tu attrapes une foule par... Elle était blanche de visage tourné vers l'usine. Au départ, elle apparaissait sombre, vue de dos.
Ah, Pierre Hamp. Des contremaîtres attendaient que les compagnons fussent entrés pour, à leur tour, passer la porte. La maîtrise ne donnait pas l'exemple d'être la première dans l'atelier. Les hommes de commandement s'accordaient l'orgueil de ne pas presser le pas. Bon, voilà, ça c'est Pierre Hamp, moteur. Bon, et rien sur les moteurs, mais quand même, tu vois, t'as du beefsteak. Pierre Hamp. Ouais, purgatoire. Et l'autre que j'avais pris, parce que si ce n'est la peine des hommes, on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments. C'est Flaubert qui a une phrase de ce genre-là. Et bon, c'est vrai que moi, moteur, au bout d'un moment, pas des seins, bon, c'est bon, t'as eu Germinal, quoi, ça va. Alors, New York, c'est mon rapport à New York. Enquête au pluriel. Perdu dans le gratte-ciel. Vous voyez la typo, on est en typo carré, perdu dans le gratte-ciel en plus gros. Mais là encore, qu'est-ce qu'on explore? C'est un temps en Amérique. Et puis ça passe à la Bible, là, devant la porte, mission aux lépreux, etc. Et qu'est-ce que c'est les titres de chapitre? La peau. Méditation dans l'ascenseur où le garçon annonçait « Car Express going up », premier arrêt. 40e étage. Le signal feu blanc indiquant la montée luisait dans la cage où les hommes ôtaient leurs chapeaux de simple feutre. Cette politesse qui remuait les molles coiffures américaines était pour une femme très belle d'apparence italienne et intimidée. Le teint mat et les cheveux de ténèbres donnaient un repoussoir énorme à ses amples lèvres rouges. Les yeux bleus avaient, sous la courbe des longs cils noirs, une douceur émouvante dans ce visage où toute couleur était de pleine force. Cette beauté composait un magnifique paysage dans ce voyage perpendiculaire de 15 secondes. Et là, wow, l'ascenseur, voyage perpendiculaire de 15 secondes. T'es récompensé, donc je suis content de l'avoir perdu dans le gratte-ciel. Et tu vois, c'est aussi parce que là, j'en lis des bouts de phrases que je me dis, tiens, Pierre Hamp, moi-même, est-ce qu'il n'était pas dans mon propre purgatoire? Parce que, pareil, la misère, la prison, le crime à la dure. Alors, évidemment, tu vois, The Gulf Prayer, le crime et le chapitre qui s'appelle à la dure, où est-ce que je l'ai vu passer? Puissance de l'alcool, tiens. Les prisons, le crime, à la dure. Je vais vous lire le début de à la dure. Sam W. Ballot est un homme simple qui n'exagère pas l'horification des dents et ne place qu'une initiale entre son prénom et son nom, juste ce qu'il faut pour l'étiquette américaine, comme Franklin D. Roosevelt. Le luxe est d'intercaler 2 consonnes et une voyelle. Harris, W.A.T. Spencer. Cela tient lieu du trait d'union français, charnière de la grande bourgeoisie. Sam W. Ballot vit pressé, ce qui ne signifie pas qu'il fasse tout vite. Il ne s'accorde pas le temps de manger, mais il traîne sur le téléphone, le cigare, la gomme à chiquer. Il n'en dit pas chewing-gum à l'époque. Il dépense des heures en conversation et se rue pendant les 5 dernières minutes, cadence habituelle de businessman. Plus nerveux que décisif, leur grande réputation. Bon, voilà, en gros, Pierre Hamp, l'Américain. Mais retour à Modiano. Qu'est-ce qu'il dit Modiano? Qu'il les vendait, les bouquins, c'est-à-dire chez les bouquinistes repérés, là où dans les apparts, là où tu passes, tu glisses un truc là, sous ta veste, parce que tout le monde s'en fout. Il y a tellement de bouquins, d'accumulation de bouquins. Moi aussi, je suis toujours à chercher mes livres. Combien de fois je rachète des livres parce que tu les trouves plus, tu fais un stage, tout ça. C'est facile de trouver un premier tirage. Et celui-ci, c'en est un. Même le bouquiniste, il a rajouté en SP 10 €. C'est-à-dire qu'une édition originale de Perdu dans le gratte-ciel de Pierre Hamp. Et on est en 1938, on est juste là dans la grande montée du nazisme, on est juste là dans le grand bouleversement d'avant-guerre, on est 13 ans après la mort de H.P. Lovecraft, mais c'est quand même le New York là, de Lovecraft là, qui résonne partout, c'est les usines Ford et Modiano, qu'est-ce qu'il aime aussi à l'époque? C'est Louis-Ferdinand Céline, il n'y a pas que son ami Raymond Queneau, qui lui sert de père par substitut. Et Céline, Voyage au bout de la nuit, ce chapitre-là, sur Ford, l'arrivée à New York. Un livre, là, premier tirage de Pierre Hamp, avec
dédicace toute simple. Ah, monsieur Maupetit, soyez, perdu dans le gratte-ciel, à monsieur Maupetit, il a dû le faire 50 fois, et trouvez-y l'amitié de Pierre Hampe. Eh ben, ça vaut 10 balles dans le purgatoire. Mais qu'est-ce qu'il dit, mon Modiano? Mes bibliophiles, je les connaissais. Si tu avais un envoi de l'auteur, une dédicace de ce genre-là, eh ben, au lieu de le vendre ça, tu le vendais ça. Et imagine encore, mais ça c'est vraiment là dans son boulevard des petites ceintures, que la dédicace, au lieu d'être, moi la mienne elle est comme ça, hein, monsieur Maupetit, soyez perdu dans le gratte-ciel, et trouvez-y l'amitié de Pierre Hampe. Si tu mettais un tout petit truc, un peu perso, un peu grivois, en vous souvenant de la nuit du... Eh bien, à ce moment-là, le prix, whop, 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 au point que, qu'est-ce qu'il dit dans Boulevard de Petites Ceintures? C'est que, évidemment, petit à petit, il y retourne de plus en plus. À la fois, il invente là, des trucs, il donne des détails. C'est-à-dire, il faisait entrer dans les frais, parce qu'à chaque fois, il fallait acheter des plumes différentes, une encre différente, il fallait soigner la calligraphie en essayant de voir quoi ressemblaient les vrais orthographes de l'auteur, et tu fabriquais des faux. Et c'est son lien à son père, puisque son père est marchand de faux. Dans cette période-là, justement, de l'immédiat après-guerre, où tout tourne sur les trafics et tout. Et ça apprend la vie, comme ça, ouais, tu finis par avoir le prix Nobel, comme ça. Et le respect pour Modiano, wow, t'as eu ça? Et quand même maintenant, non seulement t'as cette œuvre, mais dans cette œuvre, tu prends ces trucs-là et tu les retournes. Parce que la librairie d'Ocase, la galerie Vivienne, elle existe encore, comme celle du Passage Verdot, existe encore. Et puis que dans sa biographie, alors là, c'est là, tu ouvres le Wikipédia de Patrick Modiano, tu vas trouver qu'effectivement, à telle période de sa vie, les bouquins qu'il pouvait récupérer à droite à gauche, lui, il avait le nez parce qu'il savait ce que c'était, les bouquins. Il avait ce réseau de bibliophiles, et puis tu peux te débrouiller. Tu peux vivre quand t'as rien d'autre pour vivre. Et c'est bien longtemps avant que rue des boutiques obscures, là, père de famille avec 2 petites filles, ça y est, ouf, t'en es sorti. Et c'est pas le gars qui s'est jamais pris les chevilles, ni rien, Modiano. Oh, là encore, respect. Alors, par contre, il nous dit, fiction. Nous, ce qu'on sait, c'est que, apparemment, dans sa vie, il y a eu cette phase où il a fait ça. Combien de temps, etc. Et dans Rue des Boutiques Obscures, non, pardon, excusez-moi, dans Boulevard de Petites Ceintures, tiens, le son faudrait regarder ça un petit peu. Et il nous dit quoi? Qu'il y a forcément un moment, ce truc-là, tu te fais coincer. Il avait fait une allusion un peu grivoise attribuée au brave Bergson. Le client, il a bien vu que c'était... là, à ce moment-là, t'es grillé. Mais alors, t'es grillé de chez grillé. T'es grillé auprès de tous tes clients. Et au mieux, alors, il dit, c'est bon, je suis devenu pion dans la Sarthe pendant 2-3 ans. Ils m'ont cherché partout, ils m'ont jamais trouvé. Et puis, quand j'ai eu fini d'être pion ici, j'en sais rien, je veux rien savoir. Mais quelle fiction magistrale! Portrait, conflit entre les 2 femmes, tout ça, ce personnage du père là, qui 10 ans après tu le retrouves et tu es face à lui là, pendant 3 semaines et il refuse de te reconnaître jusqu'au dernier moment où même dans ce refus d'être reconnu, à un moment donné, ouais, ça y est, on a joué, on continue de jouer jusqu'au bout, mais tu prends ça dans la gueule, quoi. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ce moment où il était grillé, ça a fini, ces trucs-là. N'empêche que moi, là, quand je sors mon Pierre Hampe de l'étagère où il est, grâce à Pierre Bergogneau, et que j'ai acheté 2 Pierre Hampe et que j'ai eu la paresse d'en acheter d'autres, celui que j'avais acheté à 10 balles, alors chez quel bouquiniste, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, maintenant je regarde, c'est vrai, quand je passe là, tiens, à l'île sur la Sorgue, par exemple, il y a un super bouquiniste où tous les ans, on y passe, tu repars jamais sans quelque chose. Moi, j'ai les yeux exercés, ça, tu vois, ça, l'autre jour, par exemple, il y avait ces livres, là, ces 2 romans, le Louis quelque chose, là, écrits sous faux nom par Jérôme Lindon. Bon, évidemment, je les ai, je vais pas les racheter, mais le gars, tu lui dis, tiens, vous avez vu, là, celui-ci, là, ça c'est... Attention, c'est pas un auteur oublié, c'est Jérôme Lindon qui publiait sous faux nom. Mais je regarde toujours, donc si je vois Pierre Hampe, bon,
eh ben, on n'en trouve quasiment pas. Et vous voyez, la dédicace. Eh ben, qui me dit, là on y est, chez Patrick Modiano, que c'est pas précisément une de ces fausses dédicaces que le brave Modiano, trouvant un livre comme ça chez un bouquiniste de la rue Vivienne, rajoute subrepticement pour le revendre bien plus cher. Et puis là, ça n'a pas marché tant que ça, mais on aura fait au moins cette vidéo. Salut, merci, à demain.